Imaginez un instant, une personne part au travail un matin, ferme la porte derrière elle et ne revient jamais. C'est le début de ce décryptage. Au-delà du drame humain absolu, c'est un véritable cauchemar juridique. Face à ce vide, à cette personne littéralement évaporée dans la nature, le droit a dû se creuser la tête pour trouver des solutions et encadrer ce qu'on appelle l'insoutenable inconnu. Parce que oui, la vie continue, et c'est toute la question qui pilote l'approche du Code civil français. Il y a une réalité très pragmatique derrière tout ça. On fait comment pour le compte en banque, le loyer, les enfants, le mariage? On se retrouve avec une vie laissée en suspens, et la loi est obligée de trouver une parade pour gérer tout ça. Tout en respectant un fait majeur, on ne sait absolument pas si la personne est encore en vie. Et pour démêler ce sac de nœuds, le droit coupe la poire en deux. C'est une vraie bifurcation, et tout repose sur un seul et unique détail. Est-ce que la disparition s'est produite dans des circonstances dangereuses ou non? C'est ce petit interrupteur qui va changer complètement la vitesse et les conséquences de la procédure. Alors commençons par la première voie, ce qu'on appelle juridiquement l'absence, là où le doute persiste. On pourrait croire que les gens qui se volatilisent sans laisser de traces, ça arrive tous les jours. Eh bien, pas du tout. Ce qui est fascinant, ce sont les statistiques. Le système judiciaire français ne traite qu'entre 150 et 200 procédures d'absence par an. C'est vraiment un phénomène marginal, rarissime même, mais qui demande une mécanique d'une précision redoutable. L'absence, c'est donc ça. Quelqu'un qui ne donne plus de nouvelles, sans aucun contexte de danger apparent. Mais attention, détail complètement fou du Code civil, l'article 120 inclut aussi les personnes éloignées par ce qu'on appelle la force majeure. Concrètement, ça veut dire qu'une personne prise en otage à l'autre bout du monde et coupée de tout contact, eh bien, elle rentre dans cette même case juridique de l'absence. Et face à ce doute, on entre dans notre deuxième phase, une très longue attente. Vu qu'il n'y a pas de danger évident au moment de la disparition, la justice refuse de conclure au pire. Elle lance un processus qui est incroyablement lent, divisé en deux étapes. La première étape de présomption est d'ailleurs facultative, même si on la recommande fortement pour gérer les affaires urgentes. La deuxième étape, par contre, c'est le point de non-retour, la décision finale. Mais ce qu'il faut absolument retenir de cette première phase d'attente, c'est la posture de la loi. Elle est super optimiste. À ce stade, pour le droit, l'individu est présumé vivant. Tout le système est conçu pour protéger ses intérêts pour le jour où, potentiellement, il repoussera la porte d'entrée. Dans les faits, la machine se met en marche. Le juge des contentieux de la protection nomme quelqu'un pour gérer l'argent et la maison. Mais pour la famille, c'est le statu quo total. Le temps est littéralement figé. Le mariage, toujours valable. Le Pacs, intact. Le parent qui reste doit tout gérer tout seul au quotidien, mais juridiquement, l'unité familiale est placée sous cloche. Forcément, cette cloche de verre finit par se briser. On arrive à l'étape de la rupture. Et là, la chronologie donne le vertige. Pour éviter qu'un conjoint ne reste bloqué toute sa vie, la loi a quand même prévu une soupape de sécurité. Au bout de 2 ans, on peut demander le divorce. Mais pour déclarer l'absence définitive de la personne, accrochez-vous, il faut attendre 10 ans si on a fait la première étape et carrément jusqu'à 20 ans si on est passé direct à la deuxième. 20 ans de flottement absolu avant d'avoir une réponse. À la fin de ce marathon, le tribunal rend enfin son jugement. On publie même l'info dans les journaux locaux, juste au cas où. Et une fois que c'est acté, le couperet tombe, ce bout de papier a exactement la même valeur qu'un acte de décès. Pour la société et pour la loi, la personne est officiellement décédée. Maintenant, changeons complètement de scénario avec la disparition, le cas du péril extrême. Ici, on n'est plus du tout dans le silence d'un départ matinal inexpliqué. On parle d'événements majeurs et les chiffres sont frappants. En moyenne, c'est à peine 60 cas par an. Mais s'il y a une catastrophe naturelle, une guerre, un crash, bam, le chiffre peut exploser à 600 procédures d'un seul coup. La différence majeure, pas d'attente angoissante de 20 ans. Le danger était tellement évident que la mort est presque certaine, même si on n'a jamais retrouvé le moindre corps. L'optimisme de la première voie s'efface totalement face à la violence de la réalité et la justice accélère le mouvement. C'est d'ailleurs fascinant de voir comment le droit s'adapte au chaos d'un drame de masse. Plutôt que d'épuiser des dizaines de familles avec des procédures individuelles, on fait ce qu'on appelle une requête collective. L'exemple parfait, c'est la tragédie aérienne de 2004. Un seul tribunal à Paris a tout centralisé et a fixé la date du décès de toutes les victimes au jour précis de l'accident. Efficace et digne. Au final, regardons le bilan de ces deux chemins. D'un côté, on a une attente silencieuse de 20 ans. De l'autre, une action hyper rapide suite à un drame. Mais la ligne d'arrivée, c'est exactement la même. Le mariage est définitivement terminé, la succession commence pour partager les biens et l'autre parent prend l'autorité exclusive sur les enfants. L'administration clôture le dossier de la même manière. Sauf que se passe-t-il en cas de retour inattendu? Notre dernière partie. C'est un scénario de film, non? La personne déclarée morte ouvre la porte du salon. Eh bien, juridiquement, elle a du boulot. Ce revenant doit carrément aller au tribunal pour faire annuler sa propre mort. C'est le seul moyen pour lui de corriger son état civil et de dire à l'État « Eh oh, je suis là, je suis bien vivant ».
Et voici la subtilité la plus dingue de tout le Code civil sur ce sujet. Si vous revenez d'entre les morts, la loi est plutôt d'accord pour vous rendre vos affaires. Vous pouvez récupérer votre maison, votre héritage, vos biens. Mais votre mariage? Terminé. Lui, il ne ressuscite pas. Le mariage reste définitivement effacé. Ce qui nous amène à cette réflexion finale assez vertigineuse. Comment la justice organise-t-elle nos vies? Pourquoi est-ce qu'on considère que des briques, des comptes en banque et des héritages peuvent être remboursés, alors qu'un lien humain, une union intime comme le mariage, est considéré comme un dossier classé à tout jamais? C'est une vraie question sur ce qui définit réellement notre existence aux yeux de la loi, et ça conclut parfaitement notre plongée dans ce mystère du Code civil.